Bienvenue sur Géopolitis. C'est Jean-Luc Godard qui l'affirme. Avec le cinéma, on parle de tout, on arrive à tout. Bel hommage au grand écran, mais qui n'exclut pas le questionnement. Par exemple, en matière de droits de l'homme, est-ce que le 7e art peut apporter sa contribution? Est-ce que le cinéma joue un rôle dans l'illustration, dans la défense de ces droits humains? On dirait aujourd'hui dans la conscientisation du monde. Nous avons tous en tête la fameuse scène du film de Charlie Chaplin, Le Dictateur, où Charlot joue le rôle de Hitler, le dictateur, qui lui-même joue avec un ballon en forme de globe terrestre qui est son monde, celui qu'il entend dominer, une formidable dénonciation politique avant même le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale et qui stigmatise ce dictateur pour qui l'homme n'avait aucun droit. Mais le cinéma, à lui seul, peut-il remplir ce rôle de dénonciateur et d'imprécateur? Géopolitis se penche sur le cinéma qui, en noir et blanc ou en couleur, nous montre au moins ce qu'il y a de l'autre côté de l'écran. C'est un film de Roman Polanski, le pianiste, Palme d'Or en 2002 au Festival de Cannes, une histoire poignante qui ne représente qu'une page dans la grande histoire tout aussi émouvante du ghetto de Varsovie. C'est un film qui évoque l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Un autre film, celui de Paul Greengrass, Bloody Sunday, à propos de l'Irlande, nous ramène à l'article 18 de cette Déclaration des droits de l'homme. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Alors on parlait il y a un instant de Cannes et de son festival. Une autre Palme d'Or en 2004 avait récompensé le célébrissime film de Michael Moore, Fahrenheit 9/11, un réquisitoire, le premier peut-être, à l'encontre de la guerre contre le terrorisme tel que George Bush entendait la mener. Oui, le cinéma constitue parfois un rendez-vous où l'on parle des droits de l'homme, c'est vrai à Hollywood, où l'on a souvent, mais pas toujours, stigmatisé la guerre, ou plutôt les guerres menées par l'Amérique. On a en mémoire Platoon, Apocalypse Now, où il faut sauver le soldat Ryan. Bref, des histoires, des films avec une intrigue, des combats, des héros, des salauds, du sang, en somme, la guerre telle qu'on ne la voit pas toujours sous son vrai visage, à la télévision, sur Internet ou dans les journaux. À Paris, un cinéaste engagé comme Costa Gavras nous a laissé des documents inoubliables tels que État de siège, L'aveu ou encore Z, autant de titres qui ont marqué et sensibilisé des générations entières. À Genève, on vit à l'heure du festival du film et forum international sur les droits humains, une 9e édition qui a pour principe un film, un sujet, un débat, car le cinéma, s'il ne peut pas tout, peut beaucoup lorsqu'il s'agit de montrer et donc de démontrer. Les sentiers de la gloire. Quel beau titre! Mais les sentiers étaient boueux et la gloire n'était pas au bout du chemin. Stanley Kubrick, dans ce film qu'on avait presque oublié, revisitait la Première Guerre mondiale avec un Kirk Douglas dans les tranchées, face à des soldats rebelles et surtout face à une hiérarchie butée et criminelle. Un épisode peu connu des mutineries de l'année 1917. Non, la guerre n'est pas belle, ni dans les tranchées de Verdun, ni dans la jungle d'un Vietnam napalmisé. Les poilus avaient des droits, les GIs, des devoirs. Platoon le rappelait, c'était un film, c'était aussi la réalité. Le cinéma réécrivait sur la durée les scènes que l'on avait vues à la télévision, mais d'une manière fragmentée. La guerre toujours, la Deuxième Guerre mondiale, à travers le prisme de ce soldat Ryan qu'il fallait absolument sauver. Le débarquement comme on ne l'avait jamais vu, peut-être parce que l'on n'avait pas osé, parce que sur les plages de Normandie, les frères Ryan n'avaient que le droit de se faire tuer. La guerre n'est décidément pas belle, dit le cinéma, et ce qui finance la guerre n'est pas très beau non plus. Grâce à Blood Diamond, les diamants du sang, nous savons que tous les trafics sont possibles, de l'or au diamant, de l'uranium au platine, quand il s'agit de faire la guerre et de la faire durer. Il arrive enfin qu'après une guerre, on s'interroge publiquement sur ce qui reste des droits de l'homme 10 ou 20 ans après les atrocités des combats. Tout récemment, le film Valse avec Bachir offre une interrogation lancinante sur l'opération israélienne à Beyrouth en 1982. La forme animée est nouvelle, le fond reste le même. Non,
cinéma ou pas, la guerre n'est pas belle. Il avait fait fort, Charlot, dénoncer Hitler avant tout le monde, au cinéma, et avec des situations burlesques qui ne pouvaient qu'accentuer le caractère odieux, criminel de ce Troisième Reich qui, à l'époque, était encore en pleine ascension. Charlie Chaplin, aussi puissant dans la démonstration et la dénonciation que le serait aujourd'hui l'ensemble des ONG soucieuses de droits de l'homme. La preuve, on le cite encore en exemple. Autre temps, autre guerre, autre mœurs, c'est Michael Moore, en gêneur, en poil à gratter, en imprécateur, dans Fahrenheit 9/11, un dossier à charge contre un président américain jusqu'alors épargné, y compris au cinéma, au nom d'un patriotisme général et obligatoire. Le film eut un impact énorme en ce qu'il était le négatif d'une Amérique a priori unanime derrière son commandant en chef. C'est encore le cinéma qui nous fit prendre conscience de ce qu'un régime dictatorial se disant populaire pouvait engendrer comme horreur suprême un génocide. Le Cambodge des années 70 et une déchirure qui là-bas fit des millions de morts et ici nous rendit au minimum plus attentifs, moins aveugles et donc moins complices face à ce genre de dérive. Plus près de nous, dans le temps, et grâce là encore à une technique d'animation, l'œuvre de Myriam Satrapi, portée à l'écran avec un Persépolis qui pose les bonnes questions sur l'Iran du XXIe siècle. Là-bas, c'est la révolution verte, c'est la répression, ce sont les images prises par les téléphones portables. Étonnant ce que la technologie de l'image peut faire pour dénoncer les atteintes aux droits de l'homme, le mobile, Internet, la BD et ici, le cinéma d'animation. Une dernière information, c'est un cinéaste iranien, Asghar Farhani, qui a été décerné la récompense suprême du festival du film de Berlin. C'est la première fois qu'un Iranien était primé ainsi. L'invité de Géopolitis, Yael Reinhartz-Hazan, qui est la co-directrice du festival ici à Genève, Festival du film international et Forum des droits humains. On a parlé du cinéma, c'est formidable le cinéma, on a compris que ça nous met au courant, ça nous sensibilise. Est-ce que ça suffit de savoir, par exemple, qu'il y a des atteintes des droits de l'homme? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Qu'est-ce que fait le festival de plus pour que les choses progressent, tout simplement? Merci de m'accueillir. La base du festival, c'est effectivement le point de départ, c'est le cinéma. Et la réflexion que vous venez d'avoir, qui est qu'est-ce qu'on peut faire de plus. Donc, quand on a créé ce festival avec Léo Kahneman, qui est cofondateur et qui co-dirige le festival avec moi, on est parti de cette idée. C'était en 2003. À l'époque, il y avait la Commission des droits de l'homme qui se réunissait une fois par année. Organisme des Nations Unies. Organisme des Nations Unies, censé protéger les droits de l'homme, tout le corpus juridique, mettre en œuvre tout le corpus juridique qui existe en matière de droits de l'homme. Ce qui est important, c'est la base. Qui est important, qui existe, qui doit exister, qui doit être mis en œuvre. D'ailleurs, nous aurons l'occasion d'en reparler aussi à propos de tout ce qui se passe. Oui. Et de donner donc l'idée de départ, c'était d'être face au Conseil des droits de l'homme, commission mais qui est devenue Conseil des droits de l'homme, et de donner la voix à la société civile au travers de la culture et du cinéma. Donc on a créé un concept, un film, un sujet, un débat, c'est-à-dire de passer un film pour sensibiliser le public, mais de mettre sur scène les acteurs de la société civile, les défenseurs des droits de l'homme, les cinéastes, les artistes, les intellectuels qui réfléchissent aux questions des violations des droits de l'homme, les témoins, les victimes. Et donc, c'est l'architecture du festival. Ça a été le point de départ. Alors, vous dites société civile parce qu'on a bien compris, il y a une sorte de devoir d'État de rédiger un certain nombre de textes. Et pour vous, la société civile, c'est celle qui va faire bouger les choses, faire en sorte, par exemple, que les textes soient appliqués? La société civile, c'est aux États de faire appliquer les textes. La société civile, elle fait le travail souvent que les États ne font pas, notamment les ONG. Si on pense en Russie, à un personnage comme Anna Politkovskaya, par exemple, qui est venu au festival. Ce sont des personnages qui finissent par incarner les droits de l'homme. Qui incarnent les droits de l'homme. C'est des acteurs des droits de l'homme qui en sont victimes, d'ailleurs. Et ces gens-là, le festival est une tribune libre, une plateforme pour accueillir ces gens-là. Est-ce qu'on parlait des progrès en matière de droits de l'homme? On a vu qu'il y avait un certain nombre de textes. Ils existent. Tous ne sont pas appliqués. Qu'est-ce qu'on peut faire?
par le moyen du cinéma, que ce soit du grand cinéma hollywoodien ou du petit cinéma militant? Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut sensibiliser, c'est ce qu'on fait, Oui. ce qu'on essaie de faire au festival, sensibiliser les spectateurs à des problématiques, mais il faut agir aussi. Oui. Je crois qu'on l'a vu ces derniers jours, on est dans un contexte politique, il faut avoir du courage. Il faut passer à l'action. Et il faut mettre en évidence aussi ceux qui, au péril de leur vie, mettent en action au festival. Cette année, dans cette édition, on aura des gens comme des anciens dissidents, Adam Michnik, des gens qui ont énormément de courage, avec un vécu, Tassima Nasrin, le juge Balthazar Garzón, d'une autre façon, l'immense juriste Antonio Cassese. On aura des thèmes sur la justice face à l'histoire, ou justement la question de l'application du droit, avec un film coproduit par la RTS, Impunity, qui parle de l'impunité en Colombie, malgré l'existence d'une loi. Cette loi existe, mais elle n'est pas appliquée parce qu'il y a des logiques gouvernementales qui protègent les paramilitaires et donc elle n'est pas appliquée. Donc cette question sera transversale en fait dans tous nos débats. Alors vous qui organisez ce festival, vous avez non seulement les droits de l'homme en tête, mais vous avez un certain nombre de films. Il y a des grands films hollywoodiens qui vous ont marqué, par exemple, dont vous pensez qu'ils ont fait progresser cette lutte pour les droits de l'homme. Comme ça. Des films de guerre, des choses comme ça. Bon, il y a Le Dictateur, qui... C'est un peu la référence. Voilà, c'est la référence, qui a été quand même filmé en 38, qui a été projeté clandestinement dans des pays envahis. Il n'y avait pas de festival, il n'y avait pas de festival. Il n'y avait pas de festival, mais il y avait des projectionnistes très courageux et qui projetaient ce film. On va dire Le Dictateur. Voilà. Le Dictateur. Mais je dirais les films actuels. Il y a un film très intéressant qu'on projette au festival, 678, c'est une fiction égyptienne. Le réalisateur sera là, sur le harcèlement sexuel des femmes en Égypte. Et pas toujours facile à montrer, même au cinéma. Pas facile à montrer de façon très fine, où à la fois la question des violations des droits des femmes sont abordées, mais aussi les questions de religion, les questions de place dans une société, en l'occurrence la société égyptienne. Voilà. Autrement, on a tous nos documentaires de création qui sont à nos yeux des œuvres d'auteurs. Et qui dévoilent des situations allant des violations des paysans au Pérou, des violations des droits de l'homme par les multinationales, ou à la justice face à l'histoire, au populisme, à la montée des populismes en Europe. Un spectre très large, on l'a compris. Merci. Je rappelle que vous êtes donc co-directrice de ce festival ici à Genève, Festival et Forum international des droits humains. Merci. Je vous remercie beaucoup. C'est parfaitement injuste. Quand on dit c'est du cinéma, ça signifie d'une manière péjorative, ce n'est pas vrai, ce n'est pas la réalité. C'est injuste dans la mesure où dans notre société dite panoptique, c'est-à-dire que tout passe par le filtre et l'œil d'une caméra ou d'un appareil photo, c'est désormais ce qui est vu qui est cru. Autrement dit, s'il n'y a pas d'image de l'événement, il n'y a pas d'événement, ou en tout cas, on n'y croit pas vraiment. Quand il y avait des massacres pendant le début de la guerre civile en Algérie, aucune image ne sortait, pas d'image, pas de massacre, pas d'atteinte aux droits de l'homme, pas de condamnation, ou si peu. Le 11 septembre, il y a 10 ans, nous aura tous interpellés et marqués parce que l'événement était télévisé et en direct. Or, il se trouve que le cinéma agit bien souvent, et par magie, comme un substitut de la réalité, au point que parfois, nous confondons la réalité et la fiction. La vision que nous retenons du Vietnam, c'est Apocalypse Now. Le débarquement de 44, c'est le jour le plus long. La vraie fin de l'apartheid en Afrique du Sud, c'est Invictus. La réalité par l'image, par le scénario et par le talent, ça c'est du cinéma, du bon cinéma. Et sur la page web de Géopolitis, préparée par David Nicole, tout un dossier spécial réalisé depuis le Forum de Genève. Vos questions à notre invité, ce que l'on trouve sur la toile et qui fait le lien entre cinéma et droits de l'homme, des références sur ce dossier des droits de l'homme, vues du passé avec des séquences en noir et blanc qui ont fait date, les meilleurs sites internet, la liste de tout ce que vous pouvez podcaster, et vous êtes toujours les bienvenus sur Géopolitis.